Bernard Rieux, donc tu es un ancien journaliste de l'Indépendant, tu as beaucoup travaillé sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ici, à partir de ce tristement célèbre 16 octobre 1940 ? Bien sûr. Donc, le Roussillon a été affecté par ce qu'on appelle un AIGAT. Alors, pour mériter le titre d'AIGAT, il faut que plusieurs éléments se conjuguent. Il y a d'abord des abats d'eau exceptionnels, et c'est le cas en 1940. Donc, on a relevé le 17 octobre 1940 840 mm à la Yao, dans la vallée de la Coumelade, au-dessus du village du Tec, 840 mm en 24 heures. C'est aujourd'hui encore le record d'Europe. Juste pour petite comparaison, tu me disais que le Rhône, aujourd'hui, dans sa partie la plus large, est à un débit de... Alors, le débit moyen du Rhône est de 1760 mètres cubes secondes, alors que le débit du Tec et de la Tête était à peu près de 3500 mètres cubes secondes. C'est considérable. Ce sont des chiffres, d'ailleurs, effrayants. Oui. Donc, il y a d'abord ce phénomène. Le cumul a pu atteindre près de 2000 mm. Ensuite, l'autre phénomène, donc, c'est la crue et l'inondation. Les cours d'eau ont du mal à absorber cette masse et se mettent à déborder en charriant des tonnes et des tonnes de pierres, d'arbres, de matériaux divers qui vont créer certains des embâcles, c'est-à-dire des barrages en travers des vallées. Ensuite, il y a un autre phénomène en même temps, c'est la tempête de Yaban. Le Yaban, dont c'est l'Est, le Levant, l'endroit du soleil levant, c'est-à-dire l'Est, dont la mer se met à monter et elle empêche les fleuves de se déverser dans leurs embouchures. Donc la plaine s'inonde. Voilà ce qu'on peut dire de cet AIGAT qui a provoqué évidemment plus d'une 50aine de morts dans le département et des dégâts apocalyptiques. Alors on a beaucoup parlé de la vallée du Tec et d'Amélie, du drame d'Amélie qui serait survenu quelques jours après. Tu as travaillé sur ce sujet, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bien, Amélie, c'est l'endroit où le bilan humain est le plus lourd. Il y a à peu près 24 morts. Presque la moitié des morts à Amélie-les-Bains. Il y a eu aussi des scènes vraiment dramatiques. Il y a eu ensuite le casino qui a été emporté, ça a beaucoup marqué les esprits, et beaucoup de maisons, beaucoup de villas qui étaient au bord du Tec, qui n'ont pas résisté. Donc ça a été quelque chose d'apocalyptique. Et ce fameux barrage qui s'était formé en amont ? Ce fameux barrage, c'est la Baianouse. On voit toujours les marques. D'ailleurs, quand on arrive à Prats-de-Moyau, sur la droite, la montagne ne s'est pas cicatrisée. C'est la Baianouse, donc c'est des millions de mètres cubes de montagne ce sont des millions de mètres cubes de montagne qui ont glissé dans la vallée et qui l'ont obturé par un barrage de 40 mètres de haut. On a pensé que c'était la rupture de ce barrage qui avait provoqué la vague qui a dévasté le village du Tec, Amélie-les-Bains, enfin toute la vallée. En fait, les spécialistes font remarquer que les dégâts ont été commis le 17 octobre alors que la montagne s'est éboulée le 18. Le drame d'Amélie avait eu lieu avant. En fait. Le drame d'Amélie avait eu lieu avant. Alors Bernard, tu as eu l'occasion d'interviewer des survivants tout au long de ta carrière. Qu'est-ce qu'ils te racontaient d'abord ? Par quoi tu as été marqué dans ces rencontres ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est le bruit ou le vacarme. D'abord, il disait, on sait que c'est un AIGAT parce qu'on a l'impression que c'est une cascade qui se déverse directement sur le toit de la maison. Et là, on commence à avoir peur. Ensuite, ceux qui étaient au bord des cours d'eau entendaient un fracas épouvantable. C'était les cailloux, les rochers qui s'entrechoquaient dans le lit du cours d'eau, qui pouvaient même changer d'itinéraire quand il était comblé. Donc les rochers et la terre comblaient le lit du cours d'eau et aussitôt il changeait de direction et il allait frapper à gauche ou à droite
ce qui rend ces cours d'eau extrêmement dangereux dans ces circonstances. Très bien. On a beaucoup parlé des dégâts dans les Pyrénées-Orientales, mais au sud, ça a été bien plus catastrophique encore. Oui, au sud, le bilan est de plus de 300 morts. Donc c'est la vallée du Ter, donc, qui prend sa source à quelques kilomètres du Tech. Cette vallée, donc, avec des villes comme Camprodon, Ripoll, est très connue, très connue. Et il y a eu des dégâts considérables parce qu'il y avait une partie de l'industrie textile catalane qui s'était installée au bord du fleuve. Et donc, les dégâts ont été considérables et encore plus les victimes, puisque dans la seule ville de Torelló, on a 61 morts, c'est-à-dire plus que le bilan total des Pyrénées-Orientales. Et pour en revenir à cette industrialisation, la vallée du Tech l'était aussi. Il y avait notamment. Alors c'est vrai, la vallée du Tech était industrialisée. Il y avait des usines textiles, puisqu'il y avait l'industrie sandalière qui avait besoin de toile pour les espadrilles. Il y avait aussi par exemple, la plus connue, c'était l'usine Cantalou Catala qui fabriquait du chocolat et donc qui a été emportée. Et les propriétaires sont allés s'installer à Perpignan. Et c'est l'ancêtre de l'actuel groupe Sémois. D'accord. On a moins parlé de la vallée de la Tête, qui a été aussi beaucoup touchée, mais pour le coup, il y a moins eu de victimes. Alors, il y a eu beaucoup moins de victimes dans la vallée de la Tête. Ce qui a surtout frappé, c'est la station thermale de Vernay-les-Bains, qui avait de magnifiques bâtiments, comme l'hôtel Ibrahim Pacha, qui rappelle les visites du vice-roi d'Égypte à Vernay-les-Bains, où sont venus aussi la reine de Belgique et Rudyard Kipling. Donc ça a été complètement saccagé par le Cadi qui a été depuis réaménagé. Mais pour le coup, les habitants se sont moins fait surprendre. Alors, oui, ils ont été moins surpris que ceux d'Amélie-les-Bains, qui est l'autre station thermale, avec la Preste qui a été, il ne faut pas oublier la Preste, il y a eu 3 stations thermales qui ont été impactées, qui ont été ravagées. Et pourquoi ils ont été moins surpris? Est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce que c'est cette histoire de bruit justement qui les avait prévenus du grondement de la rivière? Ils s'étaient mis à l'abri, ce qu'auraient pu faire les gens d'Amélie-les-Bains. Mais par exemple, à Amélie-les-Bains, on a le cas du colonel Jourdain, un colonel du génie polytechnicien, qui avait calculé la résistance de sa maison et qui était sûr que le Tech ne pourrait pas l'emporter. Et le colonel Jourdain, son épouse, sa fille et ses domestiques ont été emportés par le Tech. Okay. Aujourd'hui, on vient de vivre dans les Alpes-Maritimes des événements tout aussi dramatiques. Est-ce que on peut parler là aussi de Naïgat? Ah, tout à fait, c'est un Naïgat. C'est exactement le même phénomène. C'est la mer Méditerranée qui est réchauffée pendant l'été. Et à l'automne se produit une descente d'air froid venu du pôle, de l'Arctique. Et ce choc entre l'air froid et l'air chaud de la Méditerranée gorgé d'eau, ce choc produit un phénomène, une sorte de tourbillon qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et qui frappe tantôt la Catalogne, tantôt le Languedoc, tantôt la Provence et tantôt la Côte d'Azur. C'est le même phénomène. Et alors, est-ce que ici, dans les Pyrénées-Orientales, on peut dire qu'aujourd'hui, les précautions ont été prises pour parer d'un éventuel nouvel? Ça a été un sujet mais récurrent, on n'a pas cessé d'en parler. Il y a eu des actions qui ont été entreprises, dont des digues, des barrages écrêteurs de crues sur la Tête et la Glie. Il y a eu aussi des systèmes d'alerte qui ont été mis en place. Donc on a Vigicru. Les habitants sont informés à travers des DICRIM, curieux acronyme pour dire documents d'information communal sur les risques majeurs. Donc il y a une information, il y a les alertes orange et rouge dont les sauveteurs sont déployés avant même que le phénomène se produise. Les sauveteurs sont déployés sur le terrain et prêts à intervenir. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, sans oublier le reboisement par exemple de la haute vallée du Tech, puisqu'on a expliqué que là-bas, l'arrivée
brutale de l'eau était due aux pentes dénudées du Canigou et des montagnes environnantes. Donc on a reboisé, on a fait des gabions. Alors des gabions, ce sont des pierres disposées dans des filets en fil de fer qui barrent et qui empêchent l'eau de raviner. D'accord. Donc on peut dire que les précautions sont prises, ce qui est quand même assez rassurant. Oui, il y a autre chose aussi qui est très important. Ce sont les plans de prévention des risques d'inondation, les PPRI. Donc on a déclassé des centaines d'hectares de terrains constructibles parce qu'on a fait des simulations. Et donc, on prend le débit du TEC ou de la tête, 3500 mètres cubes secondes. Pour le TEC, ça peut aller jusqu'à 4100. On fait une simulation. On fait une simulation pour voir les zones qui risquent d'être inondées. Et ces zones, même si sur les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme étaient constructibles, ces zones sont déclassées. Il est interdit d'y construire et d'y faire des équipements, donc pour laisser, puisque aujourd'hui la doctrine c'est d'essayer de redonner aux fleuves un parcours le plus naturel possible, qu'ils aient des zones d'expansion de crues où ils puissent s'étaler et perdre leur violence. Sans créer de dégâts majeurs. Et sans créer de dégâts majeurs et surtout sans emporter des vies. Très bien, merci Bernard. Alors pour conclure cet entretien, est-ce que tu peux nous conseiller quelques bonnes feuilles sur ce sujet? J'imagine que les livres ne manquent pas sur le sujet. Bien, on a eu la chance d'avoir des écrivains qui se sont penchés sur le sujet, qui l'ont vécu même. Par exemple, Ludovic Massé, qui était à Amélie-les-Bains et qui a vu les maisons partir. Et donc il a une formule que je trouve extraordinaire. Il dit les maisons s'agenouillaient et s'émietter dans le tourbillon. Bon, des images comme ça, c'est fabuleux. Ça. Et puis il y a eu surtout Michel Morette qui a écrit des histoires, plusieurs histoires, dont celle de la fameuse locomotive qui est tombée dans le Tech. Et donc ces histoires, il les a appelées la crue. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore d'Aigat. Donc on parlait de crues éclairs, de crues fantastiques, de crues extraordinaires, mais le mot Aigat n'était pas rentré dans les mœurs. Donc il a fallu attendre la publication du livre de Terre Nostre sur l'Aigat précisément. Et puis le colloque de Vernet-les-Bains, donc en 1990, le colloque du cinquantenaire, qui a permis de faire le point sur le phénomène. Donc la crue a été rééditée par les éditions de l'Olivier et il est complété par d'une étude du professeur Soutadé, qui est un des grands spécialistes du phénomène dans notre département, et des textes de Ludovic Massé par exemple. Donc ce sont des lectures édifiantes pour comprendre ce qui s'est passé. Les auteurs arrivent à faire passer des émotions beaucoup mieux qu'un compte rendu technique. Et que ce soit dans la revue l'Aigat de Terra Nostra ou dans le livre La Crue, il y a aussi de belles photos, mais il y a des photos aussi d'époque qui témoignent effectivement des dégâts. Alors dans l'Aigat de Terra Nostra, il y a surtout des textes de l'indépendant, donc aussi bien les envoyés spéciaux comme Théo Duré, que surtout les correspondants locaux. Les correspondants locaux de l'indépendant ont fait un travail extraordinaire. Surtout à l'époque, il n'y avait pas le téléphone était coupé, bien sûr, les routes étaient emportées, les voies de chemin de fer. Donc il fallait faire arriver au journal les textes, et le journal est publié dès le lendemain. Donc il y a eu un travail formidable des correspondants locaux de l'indépendant, et c'est passionnant aussi de lire leur prose. Ok, ben voilà, autant de lectures qu'on recommande. Merci Bernard. Avec plaisir.